Bonjour et bienvenue à la 8e et dernière conférence midi de notre programmation 2014-2015 qui a pour titre le travail des préposés aux bénéficiaires et des auxiliaires et des auxiliaires de santé et de services sociaux, un chantier de recherche en développement. Je vous présente les conférenciers qui sont chercheurs au Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval et de l'Institut universitaire de santé et services sociaux de première ligne. Tout d'abord, M. Éric Gagnon. Il détient un PhD en sociologie. Il est chercheur associé au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Il conduit des travaux sur les services de première ligne destinés aux personnes âgées, au niveau, entre autres, du bénévolat, des centres de jour, des soins à domicile, des centres d'hébergement. Ses travaux en éthique appliquée et en défense des droits l'ont amené à s'intéresser aux dilemmes et difficultés vécues par les soignants confrontés à des enjeux de prise de décision en situation difficile. Pour ce qui est de Mme Nathalie Jouvin, elle est membre de l'équipe Riposte depuis 1998. Elle est aussi professeure associée au département de réadaptation et d'anthropologie de l'Université Laval. Elle a complété en 2008 une thèse à l'Université de Montréal qui porte sur la compréhension du phénomène de violence interpersonnelle au travail. Elle a ensuite réalisé un stage postdoctoral au sein de la Chaire de recherche du Canada sur l'intégration professionnelle et l'environnement psychosocial de travail de l'Université Laval. Elle s'intéresse à la santé mentale au travail et aux interventions préventives pouvant agir sur celle-ci. Elle a par ailleurs développé une expertise de pointe sur la thématique des rapports sociaux au travail, notamment sur le thème de la violence interpersonnelle et du harcèlement psychologique au travail. Je leur laisse maintenant la parole. Bien, bonjour à tous et à toutes. Les objectifs de notre présentation, au fond, c'est les mêmes que les objectifs du chantier. La présentation étant la présentation du chantier de recherche en question. Nos objectifs, c'est d'abord le premier, ce dont on veut vous convaincre, au fond, ce midi, c'est de l'importance du travail des auxiliaires de santé et de services sociaux et des préposés aux bénéficiaires, leur importance dans les soins et services de première ligne, leur place centrale. Le deuxième objectif, c'est de favoriser le développement de la recherche portant sur le travail des préposés aux bénéficiaires et des auxiliaires de santé et services sociaux, PAB ou AS, on dit ça pour parfois aller un peu plus vite. Constituer, troisième objectif, un réseau de chercheurs, donc un réseau d'échanges de gens qui s'intéressent au travail de ces deux catégories professionnelles-là. Un réseau local ici à Québec au sein de l'Institut, mais aussi au niveau provincial et au niveau international. Notre quatrième objectif, placer ces travailleurs et travailleuses au centre de la programmation du Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval. On va essayer de vous montrer qu'au fond, le travail, ça traverse un grand nombre d'axes et de domaines du centre de recherche. Contribuer ensuite à la reconnaissance du travail des auxiliaires et des préposés, valoriser leurs pratiques, valoriser leur savoir-faire qui sont largement méconnus et peu valorisés. Et enfin, ça résume un peu l'ensemble, les prendre davantage au sérieux. On veut dire par là que ces individus, ces travailleurs-là sont rarement vraiment pris au sérieux, c'est-à-dire qu'on leur transmet des directives, des façons de faire, mais on les consulte très rarement. On les traite au fond comme des exécutants. Et on ne prend pas en compte leur compréhension des situations, leur analyse de ces situations-là et des problèmes du travail qu'ils font, des problèmes vécus par les usagers, leurs idées sur la façon de donner faire ce travail-là, leurs suggestions et tout ça. Et les prendre au sérieux, bien, c'est justement les entendre, en faire de véritables travailleurs, en faire de véritables partenaires au plan de la compréhension des pratiques, puis aussi de la transformation des pratiques, de leurs pratiques. C'est nos objectifs. Pourquoi s'intéresser aux auxiliaires et aux préposés aux bénéficiaires? C'est d'abord,
C'est un groupe de travailleurs méconnus, je le disais à l'instant, mais tout à fait cruciaux. C'est le principal groupe de soignants dans le soutien à domicile et dans les soins en hébergement. Okay. Le travail soutien à domicile repose essentiellement sur les auxiliaires, de même que les soins qui sont donnés en centre d'hébergement. Paraît-il qu'il y en a 27 centres d'hébergement maintenant dans notre CIUS. Le gros du travail, le groupe de travailleurs le plus important, mais vraiment et de loin, ce sont les préposés aux bénéficiaires. C'est eux autres aussi qui assument de nos jours la plus grande partie des soins au corps. Les infirmières, par exemple, faisant de plus en plus de l'administration, de l'évaluation des usagers et donnant de moins en moins proches, donnant de moins en moins des soins aux personnes. Les laver, les toucher, leur donner la médication, etc. Ce sont les préposés, les auxiliaires qui donnent la plus grande partie des soins au corps. C'est eux autres aussi qui sont en relation le plus longtemps avec les usagers et les résidents des centres d'hébergement. Alors, cette relation-là qu'aujourd'hui, ou cette proximité-là qui est aujourd'hui fortement valorisée, la relation de soins dont on parle beaucoup, c'est eux autres qui l'ont, parce que c'est eux autres qui passent le plus de temps auprès des usagers dans le soutien à domicile et les résidents en centre d'hébergement. Donc, ils sont donc cruciaux. Mais en même temps, ils sont cruciaux, mais ils sont totalement invisibles. C'est deux groupes de travailleurs dont la reconnaissance est très faible, le prestige faible aussi, d'abord parce qu'on n'en parle jamais. Leurs tâches sont associées beaucoup à la domesticité, comme si c'était des tâches que tout le monde pouvait faire. Laver une personne, lever une personne, l'habiller, l'aborder, lui donner ses médicaments. Comme si c'était quelque chose, c'est associé donc aux tâches domestiques de soins, comme si ça nécessitait aucun savoir-faire, aucune qualification particulière, ce qui n'est pas le cas. Ils ont une faible autonomie. Je le disais tout à l'heure, on leur donne des tâches à faire, on leur donne des directives sur la façon de faire ces tâches-là, mais on ne les consulte pas beaucoup sur la façon dont on pourrait le faire, et on leur accorde une faible marge d'autonomie, tout en les responsabilisant d'ailleurs, ce qui est paradoxal. On y reviendra. On en parle peu, ou lorsqu'on en parle, c'est dans les médias parce qu'il y a un scandale, une histoire de maltraitance dans un centre d'hébergement. Il y a 2 semaines, c'était il y avait la journée des préposés et des auxiliaires, et le seul article qu'il y avait, c'était dans la presse pour dire que le nombre de plaintes à l'endroit des préposés avait augmenté. Vous voyez? Alors quand on en parle, c'est juste d'un point de vue négatif. Quand il y a un problème, quand quelqu'un a fait un geste de maltraitance ou de négligence. Vous voyez? On n'en parle jamais sur les parties de manière positive, sur le travail qu'ils font, sur la qualité du travail qu'ils font, sur leur dévouement, etc., etc. Donc, quand ils deviennent visibles, c'est pas très valorisant. Et c'est deux groupes de travailleurs. Je vais passer des fois, je veux dire un groupe, 2 groupes, parce qu'ils font un travail, ils ont une formation assez semblable, un travail assez identique. En même temps, c'est dans des conditions très différentes à domicile ou en centre d'hébergement ou en milieu hospitalier. Enfin, 2 groupes de travailleurs qui ont reçu peu d'attention de la part des chercheurs. On a peu fait d'études sur eux autres, à la différence, par exemple, des infirmières ou encore des médecins, qui d'ailleurs, eux autres, produisent, comme groupe professionnel, leurs propres chercheurs. Il y a des chercheurs à la faculté de sciences infirmières, à la faculté de médecine, qui travaillent sur les soins infirmiers, qui travaillent sur la médecine. Il n'y a pas l'équivalent pour les préposés, ils ne produisent pas leurs propres chercheurs comme une catégorie professionnelle le font. Et les chercheurs des autres disciplines s'y intéressent peu. Voilà. Donc, cruciaux, mais invisibles. Ça nous a amené, en nous y intéressant, à soulever un certain nombre de questions. C'est autour de ça qu'on a commencé à constituer, comme on l'appelle, un peu notre chantier de travail autour du travail des préposés et des auxiliaires. On a rencontré un ensemble de questions, c'est pas exclusif, c'est pas fermé, mais ça va donner une idée du type de préoccupation qu'on a autour de ça. D'abord, toute la question des injonctions paradoxales auxquelles ces travailleurs et travailleuses sont soumis. Il faut être à la fois rapide, il manque de personnel, il faut faire vite, on a beaucoup de personnes à s'occuper, donner des bains par exemple, donner à l'heure des repas, etc. Il faut être rapide, puis en même temps il faut être lent, parce que les personnes âgées, qui s'occupent principalement de personnes âgées ou en lourde perte d'autonomie, sont lents. Donc il faut se mettre dans leur lenteur, tout en étant extrêmement rapide pour ne pas prendre du retard, pour ne pas
nos collègues de travail se retrouvent avec plus de tâches. Si on s'occupe d'une personne moins rapidement, c'est les autres qui vont faire davantage, vous voyez, toute la coordination du travail. Donc, concilier rapidité et lenteur. Concilier efficience et respect de la personne, qui n'est pas toujours simple à faire dans un contexte de ressources relativement limitées. Responsabilité, comme on est dans la relation d'aide, on est dans la relation de proximité, il y a toute une responsabilité que les gens ont vis-à-vis des personnes pour leur bien-être, leur mieux-être. Et en même temps, on a des responsabilités de soignants, mais en même temps, on est extrêmement contrôlé sur la façon de le faire, ce qui est une injonction paradoxale. Et il faut à la fois beaucoup de proximité, je le disais tantôt, c'est les groupes de travailleurs qui donnent les soins au corps maintenant, qui sont proches des gens, une proximité véritablement physique, puisqu'il faut toucher les gens, des fois proximité aussi, on pourrait dire, affective, morale, puisqu'on est auprès d'eux, c'est des personnes souffrantes en perte d'autonomie. Donc, une proximité et en même temps conserver toujours une distance. Donc, toute une série, j'allais dire, d'injonctions paradoxales dans lesquelles ils sont pris. Et qui nous intéressent, et comment ils se débrouillent ou s'en sortent avec ces injonctions paradoxales. Les collaborations difficiles, entre autres avec les autres équipes soignantes. La difficulté d'être intégré dans les équipes soignantes. La difficulté de faire entendre son point de vue, d'être capable de pouvoir parler avec l'infirmière, d'être capable de pouvoir parler avec le médecin, de pouvoir rencontrer les gestionnaires. C'est une énorme difficulté, on va en reparler tout à l'heure. Les tensions psychologiques et la charge émotionnelle, Nathalie va y revenir tantôt beaucoup, du fait de la nature de leurs tâches, c'est un travail émotionnellement exigeant. Okay. Les vocations et maintien en emploi. On l'a dit tout à l'heure, c'est un groupe crucial dans les services, extrêmement important, une grande partie des services reposent sur eux autres. Dans le même temps, il y a l'épuisement professionnel, il y a du roulement, du départ, de la difficulté à en recruter. Donc ça pose tout l'enjeu de vocation, comment ces gens-là viennent à ce métier-là et ils y demeurent. Les conditions de travail, le collectif de travail, jusqu'où il faut un collectif de travail où on est dans un travail plus individualisé, en quoi ce collectif de travail-là est important pour la réalisation de leur travail lui-même et le maintien en emploi, pour la transmission des savoir-faire. C'est un autre type de préoccupation qu'on a. Et ensuite, la violence dans les soins, mais la violence des soins, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. L'idée étant d'aller un peu au-delà, à la fois d'une idéalisation des soins, quand on parle, tous les discours sur le care, le caring, l'attention à l'autre, on voit tout le côté beau, dévouement, responsable, être responsable de l'autre, et à la fois éviter cette idéalisation-là et éviter l'inverse aussi, de se limiter dans l'analyse du travail des préposés à ce que dont je parlais tout à l'heure, les abus, la négligence, la violence dans le travail. Capable d'aller comprendre les situations, puis dépasser à la fois une dénonciation, ou une idéalisation des soins. Voilà, c'est le genre de préoccupation que nous avons. Ces préoccupations-là, et le travail, de manière générale, le travail des préposés et des auxiliaires traverse plusieurs axes de la programmation du Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval. Il touche d'abord le domaine du vieillissement. Je le disais tout à l'heure, c'est un groupe de travailleurs important, central, dominant même dans les soins à domicile et dans les soins d'hébergement. C'est le principal groupe de travailleurs. Il représente aussi donc des défis par rapport au vieillissement en santé, qui est central dans l'axe dans le domaine du vieillissement, pour le vieillissement à la fois des usagers, en centre d'hébergement et à domicile, mais aussi le vieillissement des travailleurs. Puisque comme groupe de travailleurs aussi, c'est un groupe de travailleurs qui comme les autres, vieillit. Il concerne également le domaine dans notre centre de recherche de santé mentale au travail. Ce qu'ils font, c'est un travail émotionnellement exigeant, avec un manque de moyens et des conditions de travail qui n'aident pas toujours à surmonter les tensions qui sont créées par le travail émotionnellement exigeant. Il touche les soins palliatifs à domicile et en hébergement, puisqu'il joue un rôle de premier plan. C'est parmi les principaux soignants dans les soins en hébergement et à domicile.
Il touche le domaine de la santé mentale puisque les préposés et les auxiliaires doivent composer avec des troubles de comportement chez certains résidents et des patients perturbateurs en raison de leurs troubles cognitifs, en raison des fois de problèmes psychologiques ou psychiatriques. Ce n'est pas évidemment la majorité des résidents ou des usagers à soins à domicile, mais il en suffit de quelques-uns pour rendre le travail extrêmement pénible et difficile et même des fois le désorganiser complètement. Il touche la collaboration interprofessionnelle, l'axe de collaboration, puisque une des préoccupations majeures, on va le parler tantôt, des auxiliaires et des préposés, c'est cette collaboration professionnelle, cette interprofessionnelle, cette difficulté à pouvoir parler avec les autres professionnels et d'être intégré dans les équipes de soins, dans les évaluations, dans l'émission des plans de soins, etc. Et enfin, il touche notre axe transfert de connaissances, puisqu'il y a peu de transfert de connaissances vers eux et venant d'eux. Tantôt, on parlait de valoriser leur savoir, leur savoir-faire, leur connaissance, leur compréhension des situations. On ne va pas le chercher, leur connaissance, puis on leur en transmet peu. Donc là, il y a pour cet axe-là un défi avec ces deux groupes de travailleurs-là. Ça va jusqu'ici? Notre chantier aussi répond à des besoins et des attentes de l'organisation, de notre défunt C3S, de notre nouveau CIUS, parce que, bon, d'abord, il y a une série de signaux d'alarme, absentéisme assez élevé pour des problèmes de santé physique et de santé psychologique. On va reparler tantôt, Nathalie va parler tantôt beaucoup du travail émotionnellement exigeant, mais c'est aussi un travail physiquement exigeant. Il s'agit de soulever des personnes, notamment, pour les lever, les habiller, les amener aux toilettes. On se blesse facilement dans ce travail-là, ou en tout cas, on peut se blesser facilement. Des problèmes aussi d'attraction et de rétention du personnel. On est en manque de personnel très souvent dans nos établissements. Ça a donné lieu au C3S de l'Équipe à la création de comités de pairs. Un comité de pairs pour les préposés aux bénéficiaires et un comité de pairs pour les auxiliaires de santé et services sociaux. Celui des auxiliaires a été créé en 2011, au fond, et celui des PAB il y a 7 ans. C'est un travail, leur rôle, c'est des gens qui sont nommés, ou élus, par leurs collègues, par leurs pairs, et siègent sur ce comité-là, ces deux comités-là qui ont essentiellement deux fonctions. Une fonction de communication entre les pairs, ou entre les PAB et les AS entre eux, faire circuler l'information, les problèmes, les préoccupations, les savoir-faire, les bons coups. Et entre les PAB, les AS et les directions des établissements. Donc un rôle de communication. Et un rôle consultatif pour la direction de l'établissement sur les défis à rencontrer, les difficultés, les solutions qu'on pourra apporter, trouver à des difficultés rencontrées au travail. Donc la création de ces deux comités de pairs-là est assez symptomatique aussi, à la fois des difficultés rencontrées dans ces deux groupes de travailleurs-là et de l'intérêt et de l'importance que ça revêt pour les organisations de première ligne aujourd'hui. Et enfin, des actions préventives qui sont en train d'être pensées, de se développer au sein de l'organisation. Je passe la parole à Nathalie pour la suite. Échange de chair. Alors, dans le cas de notre chantier, un chantier, c'est plusieurs éléments, plusieurs ingrédients. Alors, un des premiers éléments qu'on a mis en place, c'est un symposium grâce au fonds du CERSPUL qui nous a permis de tenir cette activité-là. En fait, c'est à l'automne dernier, en octobre 2014, on a pensé réunir non seulement des chercheurs, mais surtout et beaucoup les gens du milieu, c'est-à-dire des préposés, des auxiliaires via leur comité de pairs, des chercheurs québécois, des chercheurs du CERSPUL, mais des chercheurs extérieurs aussi. Même on avait 2 chercheurs suisses dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et on avait évidemment des gens d'organisation, d'administration, notre spécialiste en transfert des connaissances. Bref, on s'est réunis pour particulièrement 3 objectifs qui sont ici,
c'était de clarifier les grands enjeux et les grands défis auxquels on font face, justement, ces deux groupes de travailleurs-là. Alors, un de nos premiers objectifs, c'est justement s'asseoir et clarifier ce dont on entendait parler dans différentes structures, dans différents comités, mais donc de faire le point ensemble plutôt que sur des tribunes différentes. De cibler les questions prioritaires et les pistes de solutions. Parce qu'il y a aussi, Éric l'a dit, il y avait aussi une volonté de l'administration de faire des choses, de penser à des modalités pour agir sur les difficultés qui commençaient à être cernées. Alors, c'était vraiment d'essayer de cibler des premières pistes, des premières questions prioritaires et aussi, dans une perspective plus de recherche, parce que c'est aussi un chantier de recherche, essayer d'identifier plutôt des pistes de recherche qui pourraient, venant du milieu, qui pourraient être intéressantes à développer pour nous comme pour le milieu. Alors, on avait ces trois objectifs-là plus particulièrement. Bon, je vous ai dit, on avait au niveau des participants ce qui en était un petit peu, puis on avait aussi des étudiants gradués qui sont joints à, je pense, à Émilie, qui a été très présente aussi dans le cadre de cette activité-là. Alors, ça a été vraiment une activité sur invitation. On a vraiment choisi d'inviter des personnes en particulier pour participer, pour vraiment réfléchir. Et ce qu'on voulait d'abord et avant tout faire, c'est pour une fois mettre les préposés et les auxiliaires sous le projecteur. C'était pas nous qui voulions être sous les projecteurs, mais on voulait d'abord les mettre de l'avant, de faire place à leurs préoccupations. Donc, dans les modalités, c'est en leur accordant d'abord la parole à eux. Alors, un élément qui se dégage particulièrement de cette activité-là, puis qui fait sens de façon commune, parce qu'on va le voir un peu plus loin, c'est deux groupes qui ont des similitudes, mais qui ont aussi des disparités. Mais parmi les grandes similitudes qu'il y a entre les deux groupes, et ce qui se dégage beaucoup dans le symposium, quand on fait, puis il y a un rapport, si jamais ça vous intéresse, on a produit, Émilie a travaillé beaucoup sur un rapport qui fait sens, qui ramène le grand des enjeux qui ont été discutés. Mais quelque chose qui est vraiment commun, c'est la relation de proximité, le contact humain. Que ce soit par exemple chez les PAB ici ou un PAB qui était présent nous dit « Nous avons choisi ce métier pour le contact humain, c'est-à-dire pour aider les autres à apporter du bien-être, du bonheur, faire la différence. » Ça revient beaucoup dans les échanges, faire la différence. Le métier est difficile, mais aider les autres, ça vient nous chercher en dedans, c'est comme une grosse boule d'émotion. Donc, c'est très présent dans leur travail. Puis, il y a un as, lui témoigne, il dit, on est chanceux, on a une richesse, on rencontre des gens à leur domicile. Dans une certaine mesure, on est de la visite. Les autres, c'est comme ça qu'ils se percevaient. Il y a une richesse d'aller chez les gens. On rencontre des gens très riches ou très pauvres et des gens de différentes nationalités. Pour nous, c'est une richesse extraordinaire de pouvoir partager cette proximité. Donc, on travaille aussi beaucoup sur la proximité. Ça fait sens. C'est quelque chose qui les réunit beaucoup, cette question-là. Alors, la relation, c'est vraiment un élément essentiel qui donne aussi beaucoup de sens à leur travail. On cherche souvent, en termes de santé au travail, le sens qui est derrière leur travail. Et essentiellement, ça, c'était un sens qui était très partagé. Et donc, il faut tenir compte aussi, quand on parle des dimensions qui font plaisir, qui sont sources de plaisir, mais aussi qui sont sources de défis et de souffrance. Parce que cette relation-là, elle peut apporter des défis, elle peut apporter du plaisir, elle peut être parfois source de souffrance. Alors, c'est des éléments qui ont été quand même beaucoup discutés, mais qui sont vraiment au cœur des échanges qu'on a eus. Là, je vous fais parce qu'on a vraiment parlé pendant une journée complète. C'est difficile de ramener ça en quelques... Mais vraiment, on a voulu peut-être retenir quelques éléments qui étaient particulièrement dégagés des entretiens. Alors, il y a des enjeux communs qui sont propres, je l'ai dit, à la fois aux as et aux préposés, avec des nuances, avec des degrés différents. Mais un élément qui a été beaucoup discuté, c'était le partage de l'information au sein des équipes de personnel soignant. Il faut dire que souvent, ces deux groupes-là ne sont pas nécessairement perçus comme étant faisant partie du personnel soignant. Même dans la hiérarchie administrative, même syndicale, ils sont plutôt du côté des employés de soutien. Alors, on est dans une relation un peu particulière. Alors, c'est pas toujours facile, particulièrement chez les préposés, mais c'est pas toujours facile pour les deux groupes, ce partage de l'information-là. Alors, c'est un enjeu qui était commun.
toute la question de la participation des familles. Ils sont proches du corps, ils sont proches de la personne, mais ils sont aussi proches des familles. Ils sont en contact continuel. Alors, cette question-là du lien avec les familles, la participation des familles est un élément qui revient beaucoup. Comme, là, ça nous, quand on parle d'information, il y a aussi un élément dont ils nous ont parlé, les deux groupes, c'était l'intérêt d'être plus au courant de ce qui se passait en recherche, que ça vienne jusqu'à eux. Ça fait partie de l'information, qu'on trouve des modalités, parce qu'on sait que ce pas des groupes qui lisent beaucoup particulièrement, donc on trouve des modalités pour diffuser nos résultats de recherche pour aller jusqu'à eux. Il y a aussi la question de la reconnaissance qui est très présente, particulièrement chez les préposés. Vous en avez parlé beaucoup, mais c'est une réalité qui est vraiment très présente, toute la quête de reconnaissance et la participation. Et ça, c'est particulièrement présent, on le revoit dans d'autres activités qu'on a menées à travers le chantier, mais toute la question de la participation aux activités au sein de l'équipe. Donc, pas juste l'information, mais vraiment la participation. Puis ça fait écho à ce que Éric disait aussi tout à l'heure. Alors, et le recrutement et la rétention. Ça aussi, ça revient par rapport aux éléments qu'on avait discutés un petit peu en avance. Alors, c'est vraiment quelques enjeux dégagés. Le rapport en distingue un peu plus que ça, évidemment. Il faut se tenir à mon avis. Je vous ai dit aussi, et là, je laisse un peu le mot de la fin sur le symposium à Muriel Pott, qui était une des chercheurs suisses qui était ici, mais qui témoigne bien un peu de ce qu'elle a entendu, puis comment elle le retourne, elle, comme chercheur qui s'intéresse aussi à ces métiers-là en Europe, en Suisse. Elle dit « Les arts et les PAD ont pour responsabilité chaque jour de recréer le monde. Par les gestes qu'ils posent, les soins qu'ils donnent, les liens qu'ils maintiennent, ils contribuent à créer ou préserver un monde humain, à redonner de la dignité aux personnes. » Ça, je peux dire que sur le terrain, je l'ai entendu dans les témoignages, quand on va questionner ces gens-là, cette question-là de donner, de redonner de la dignité aux personnes qui côtoient au quotidien, c'est quelque chose, et ça s'est traduit, elle l'a reconnu, elle l'a entendu, évidemment, dans les échanges, et ça correspond aussi à ce qui se passe aussi dans d'autres pays, parce qu'on voulait aussi confronter un peu la réalité des chercheurs qui travaillaient à l'étranger, qui travaillaient en Europe ici. Alors, c'est vraiment intéressant de l'entendre. On a profité de cette occasion-là de faire un symposium pour quand même inviter nos deux chercheurs suisses à donner chacune une conférence qui était en marge du symposium, mais Annick a donné une conférence dans le cadre d'une activité plus de riposte et Muriel a donné une conférence aussi, mais cette fois-ci dans le cadre du Lesor Morse. Alors, on a aussi profité d'enrichir. Vous voyez, le chantier, il y a plusieurs territoires, terrains. Alors, c'est une façon de plus de contribuer, finalement, à mieux connaître les défis et les enjeux. Ensuite, je reprends la parole. Oui, ben le symposium, c'était notre première étape dans la constitution de notre chantier, notre première façon de démarrer. Après ça, on a fait un séminaire qui fut le deuxième instrument, si on veut, pour constituer ce chantier-là. Cette fois-ci, plus à caractère académique. Il a été organisé à la Haute École de Sant'Evo à Lausanne, en Suisse, en mars dernier. Il réunissait 9 chercheurs de Belgique, de France, du Québec et de Suisse. Tous des chercheurs qui s'intéressent aux préposés, aux bénéficiaires, aux auxiliaires, ou ce qu'on appelle en fait beaucoup en Europe, dans le monde francophone, des aides-soignantes. Là, ici, c'était une activité plus à caractère scientifique, mais qui nous aidait à constituer notre chantier et notre réseau de chercheurs qui sont intéressés par le travail des préposés et des auxiliaires. C'était un séminaire de travail, c'est-à-dire que chaque participant, 2 semaines avant le séminaire, devait envoyer un texte, un document de travail, non pas un texte achevé, mais vraiment un document de travail avec beaucoup de matériaux empiriques dans le document de travail, qui était distribué à tous les participants qui le lisaient avant le séminaire. On se rencontrait chacun après ça avec 1h30. Tout le monde avait lu son texte, qui fait qu'après une présentation d'une demi-heure, on pouvait en discuter après longuement de ce qui ressortait de ces analyses en cours d'élaboration. On a fait 2 journées comme ça, intensives de travail, avec pour objectif d'approfondir l'analyse et la compréhension de tout l'univers normatif dans lequel évoluent les préposés et les auxiliaires ou aides-soignantes.
aussi l'univers normatif qui est à la fois un établissement avec ses règles, avec ses attentes, et des attentes qui viennent de la direction, des attentes qui viennent des résidents ou des usagers, qui viennent des familles, qui peuvent être tout un ensemble de règles, de normes très informelles. Tantôt, j'ai beaucoup insisté sur la question des injonctions paradoxales, donc ces normes-là sont loin de faire un tout cohérent, au contraire, c'est traversé de contradictions et dans lesquelles sont placés ces individus-là. Et le deuxième objectif, c'était aussi de pousser un peu plus loin la comparaison entre différents milieux de travail dans lesquels évoluent les préposés et les auxiliaires. Il y en a qui sont ici à domicile, c'est pas la même chose pour travailler seul à domicile, aller voir une personne, lui donner des soins d'hygiène, que de le faire dans un centre d'hébergement avec une équipe, dans un environnement où il y a plein de gens qui circulent, si on veut, et plein de gens qui vous regardent faire aussi. Puis il y a aussi des préposés, des auxiliaires. Là, peut-être on a mis moins l'accent là-dessus, mais il y en a aussi dans les hôpitaux. Et puis dans les hôpitaux aussi, c'est pas la même chose de travailler comme préposé en oncologie, par exemple, où on doit soigner les gens, que de le faire en soins palliatifs, où on a renoncé à guérir les gens. Et le même patient, non seulement les soins vont être différents, mais aussi le travail du préposé va être extrêmement différent, quand il se retrouve dans des milieux différents de soins. Et éventuellement d'amorcer aussi des comparaisons internationales, les différences entre la Suisse, la France, la Belgique, le Québec sur ces conditions de travail-là. Comparaisons qui ne sont pas faciles à faire, je vais vraiment amorcer parce qu'évidemment, pour pouvoir faire des comparaisons, il faut avoir des résultats comparables, ce qui représente un défi considérable en recherche. Mais notre séminaire permettait de poser en tout cas au moins quelques jalons là-dessus en vue de faire des comparaisons. On a discuté de différentes choses. J'ai pas, ici, on n'a pas tout mis, hein, Nathalie et moi, mais un certain nombre ici de points qui sont ressortis. Voyons, je cherche ma feuille. Voilà. Excusez-moi. On a discuté entre autres tout ce qui est des origines sociales des préposés auxiliaires ou aides-soignants, d'où viennent ces personnes-là, comment on devient être préposé ou auxiliaire, comment se fait le recrutement, la formation qu'elles ont avant, la formation qu'elles doivent acquérir en entrant dans ce travail-là et qu'elles continuent d'acquérir par la suite. Les injonctions paradoxales, je vous en ai parlé tantôt, je vais un peu plus vite, mais c'est un point évidemment qui est ressorti beaucoup dans nos échanges. Toute la question du sale boulot, dirty work en anglais, il faut travailler avec la souillure, avec des excréments, il faut changer des couches, okay? Il faut travailler avec des plaies purulentes, avec des corps nécrosés des fois. C'est dur, okay? C'est des fois franchement dégoûtant, ça sent mauvais des fois, c'est pénible. Ça fait partie du travail, c'est pas juste ça le travail, mais ça fait partie du travail. Ça peut être violent de travailler avec des gens. On peut travailler avec des gens aussi des fois qui sont, à raison de leur problème de démence, agressifs, qui graffinent, qui crachent, qui insultent, qui dénigrent les préposés, les auxiliaires. Okay? Il faut aller travailler dans des maisons à domicile où des fois c'est franchement insalubre, où il n'y a pas de barbouillettes ou de serviettes, vous voyez? Pas de linge de rechange, etc. Il y a aussi, ça c'est la violence dans les soins, mais il y a aussi la violence des soins eux-mêmes. Et sans que la personne, malgré tous les efforts faits par les préposés, les auxiliaires, pour minimiser cette violence-là, des fois il y a une violence qui est inhérente aux soins, qui ne dépend pas des individus. Quand une personne arrive pour la première fois dans un centre d'hébergement et qu'elle se fait déshabiller, se faire changer sa couche par un inconnu, comme ça le premier jour, on peut imaginer que c'est assez violent. Et la personne, le préposé, la personne qui veut l'accueillir, va beau faire tout ce qu'il faut pour réduire ou minimiser ça, c'est intrinsèquement violent. Vous voyez? Des fois, poser une sonde, des fois se poser un tube dans la bouche, etc. Aussi, c'est tous des gestes qu'on fait pour le bien de la personne, mais qui sont aussi violents et agressants. Donc, il y a aussi une violence des soins, en plus d'une violence dans les soins. Ensuite, bon, les enjeux qui sont liés à la proximité relationnelle et corporelle et le retentissement sur les travailleurs, la charge émotive qui vient avec ça.
On a parlé des solidarités qu'il peut y avoir entre les préposés et les auxiliaires dans le travail. Les hiérarchies, les rapports qui sont des fois très bons avec les supérieurs, des fois plus difficiles, on va dire comme ça. L'intégration dans les équipes, on en a parlé tantôt, j'y reviendrai pas. L'équipe de soins, jusqu'où ils sont partie prenante de l'équipe de soins avec les infirmières, avec l'ensemble des gestionnaires et avec les médecins. Mais aussi, ce qui est aussi l'équipe. Est-ce qu'ils font équipe comme en groupe de préposés, comme groupe d'auxiliaires, pour se soutenir, pour s'échanger des informations, pour s'échanger des savoir-faire, etc. À certains endroits, oui, ils forment un collectif de travail, à d'autres endroits, non. On est plus dans des rapports individualisés. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le travail, justement, les soins qui sont donnés. On a parlé aussi beaucoup de tous les mécanismes de régulation de la pratique, qui ne sont pas nécessairement spécifiques au travail des auxiliaires et des préposés, mais qui jouent sur leur travail aujourd'hui. Tous les modes d'évaluation de leur travail aujourd'hui, qui sont un enjeu extrêmement important. La standardisation des pratiques avec un ensemble de directives qui leur sont souvent imposées. Des protocoles, comment se font les protocoles, comment se font ensuite les contrats de soins, les comités d'éthique aussi, avec tout l'ensemble de recommandations et de normes qui viennent orienter le travail des préposés et des auxiliaires. Et enfin, un point important aussi, on a parlé de nombreuses ruses et tactiques des auxiliaires et des préposés pour pouvoir faire face aux difficultés, pouvoir faire leur travail dans des conditions parfois qui ne le facilitent pas. Voilà. C'était donc la deuxième étape. C'était ce séminaire-là où on a essayé de clarifier, on a discuté de ces enjeux-là. La troisième étape, je redonne la parole à ma collègue. C'est une valse, finalement, en plus. Alors, ça a aussi débouché sur des projets de recherche qui sont en développement, qui sont de nature exploratoire pour l'instant, dans une perspective de déposer des projets de façon, des projets d'intervention notamment de façon plus standard, avec la collaboration, c'est important de le dire, des deux directions, à l'origine, la direction de l'hébergement et la direction des soins à domicile, et des comités de pairs aussi, qui ont été très interpellés pour mener ces deux projets-là, avec la collaboration d'Émilie, qui a été super impliquée dans toute l'analyse, en fait dans les entrevues aussi, dans l'analyse. Alors, encore là, on fait un saut vraiment très rapide sur ce qu'on a trouvé en recherche exploratoire. Ici, on a fait des entrevues chez les préposés aux bénéficiaires. En fait, ça visait à mieux comprendre leur réalité pour éventuellement saisir des pistes de solutions, des cibles d'action qu'on pourrait avoir en connaissant finalement d'emblée qu'il y avait certaines difficultés. Alors, c'était de mieux comprendre ces difficultés-là. Puis on se fait un peu office de traduction, de traducteur à ce moment-là. On a rencontré 23 personnes, dont 16 préposés de différents établissements, avec tous les principes de recherche quand même qui étaient en dessous de ça, pour essayer de mieux comprendre justement quel était leur travail. Alors, je réutilise un peu notre cadre qu'on utilise à RIPOS des trois grandes dimensions du travail, finalement, qui sont l'individu, la dimension plus personnelle, individuelle, le collectif, donc la rencontre des individus, des équipes et tout, et la dimension de l'organisation du travail. C'est souvent comme ça qu'on traduit un peu notre lecture, qu'on fait notre traduction des entrevues qu'on a faites. Évidemment, ça fait beaucoup de contenu, 23 entrevues à retourner en une acétate où essentiellement tout est réduit ici pour vous dire un peu les grands enjeux qui ont été dégagés. Si on se met au-dessus de l'ensemble des entrevues de cet effort de compréhension-là, ce qu'on voit au-dessus qui émerge à la pointe de l'iceberg, mais qui fait sens et qui se traduit dans la plupart des entrevues, c'est d'abord au niveau de l'organisation, une compression du temps de travail. Puis encore, vous voyez les échos de ce qu'on a dit avant, et là, ça se manifeste vraiment dans le discours par une compression du temps de travail. Quand vous voyez un petit astérisque, c'est que ça a été partagé autant par les cadres que par les préposés ici. Donc, c'est quelque chose qui a été souligné par les deux groupes. Quand il y a un P, c'est les préposés. Puis s'il y avait un C ici, là, il y en a pas de façon dans cette là, ça aurait été un cadre. Mais disons que ça, c'est partagé par tout le monde. Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a effectivement une compression du temps de travail et aussi un alourdissement de la clientèle. On parlait de santé mentale, notamment.
effectivement, il y a clairement un alourdissement de la clientèle, donc qui amène une dimension organisationnelle importante, donc qui est source de tension aussi. Au niveau de l'individu, ce dont les préposés ont parlé beaucoup, c'est la quête de reconnaissance. Ça va dans l'invisibilité, dans le fait d'être peu vu, peu connu, on en tient peu compte. Alors, ça a été vraiment très, très, très fortement dégagé dans les entrevues. Puis aussi, là, ça va dans les injonctions aussi dont Éric parlait, le paradoxe entre, on nous demande d'avoir une approche relationnelle avec les personnes qu'on accompagne, mais on a par ailleurs des contraintes de temps qui nous interdisent, qui sont en contradiction finalement avec l'approche qu'on nous donne. Donc ça crée des tensions chez les travailleurs, évidemment. Et au niveau du collectif, ce qui nous a vraiment beaucoup frappé, puis moi, comme j'ai un dada au niveau aussi des rapports sociaux et du collectif de travail, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Ce qu'on a vu, c'est un collectif de travail très faible. Des gens très peu engagés au sein de leur collectif, qui n'ont pas de sentiment d'appartenance, qui sont essentiellement en chacun pour soi. Donc ça a été particulièrement marquant de ces entrevues-là. Le fait que les gens ne participent pas, ne s'intègrent pas, n'ont pas l'impression de participer à un collectif et on a pu, justement, sur différents chantiers, voir cette réalité-là aussi. Et un sentiment, ça c'était partagé par tout le monde, même les cadres notaient cet élément-là. Ce qui n'est pas nécessairement facile à gérer pour les cadres non plus, parce qu'ils n'ont pas un collectif à qui s'adresser. C'est des individus. Et un sentiment d'invisibilité aussi, qui était très clair, qui était très partagé. Mais aussi, la bulle très positive, ça réfère aussi à ce qu'on a vu, le sentiment de faire la différence. Ça, c'est quelque chose qui donne le sens à leur travail, qui fait en sorte que ceux qui restent vont rester beaucoup pour ces questions-là. Alors, grosso modo, la relation avec le résident est omniprésente dans les discours. C'est vraiment, la relation est vraiment très, très, très intéressante. C'est vraiment quelque chose qui est dégagé. Par ailleurs, chez les cadres, c'est important de le dire, on a perçu deux façons de voir les préposés de façon très distincte. Une partie des cadres qui ont été rencontrés prenaient vraiment une position très proche des préposés, avait tendance à donner à peu près la même lecture, alors qu'une autre partie des cadres interviewés avait une lecture très hiérarchique, très bureaucratique, standardisée, administrative du personnel. Alors, chez les cadres, on s'est ramassé avec vraiment deux lectures différentes. C'est important de le dire parce que ça peut avoir un impact très important en termes d'action après. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été dégagé. Puis, on a vu aussi beaucoup de difficultés émotionnelles. Les gens ont parlé beaucoup de difficultés émotionnelles, de tensions à cause de la clientèle, à cause de la réalité qu'ils vivent aussi au plan de l'invisibilité. Donc, ils sont exposés à beaucoup de charges émotionnelles, mais ils ont très peu de ressources pour faire face à ça. C'est ce qui crée finalement le travail émotionnellement exigeant, c'est cette opposition-là d'avoir beaucoup de tensions émotionnelles et pas beaucoup de ressources organisationnelles, personnelles, collectives pour y faire face. Alors ça, c'est le topo rapide chez les préposés. Ici, deux petits témoignages pour dire comment ça se révèle. La personne âgée, elle n'a pas besoin d'un soldat, bonjour et au revoir, elle a besoin de douceur. Quand on parlait de temps tantôt, l'espace-temps, ça témoignait de ça. Et Nicolas qui est évidemment un nom fictif, si c'est une personne de cœur, c'est sûr que le travail peut être émotionnellement exigeant. Ils ont parlé beaucoup de cette dimension-là. Ça les touche beaucoup. On a fait sensiblement la même opération chez les auxiliaires un peu plus récemment, où on a fait ici 18 les auxiliaires de santé et services sociaux qui sont à domicile, qui ont travaillé quand même jusqu'à un certain point similaire. On a rencontré ici 18 personnes, ça a été difficile, ils sont moins nombreux, ça a été un peu plus difficile, surtout dans le contexte des réorganisations, quand on est arrivé à rencontrer les chefs et tout. Il y a des enjeux, mais on a quand même rencontré 18 personnes. Alors, on a déjà une première lecture, puis dans les deux cas, on est allé valider déjà auprès des comités de pairs, voir si ça, il y avait pour l'instant une bonne résonance là, de ce qu'on avait trouvé. Alors, du côté, toujours la même façon de voir un petit peu le travail. Au niveau de l'organisation, ce qui est ressorti beaucoup, c'est toute la dimension d'imprévisibilité du travail de route. Ils sont sur la route, il y a toujours des changements, il y a des conditions de la route. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le travail des préposés. Toute la question des horaires aussi, qui est un enjeu important au niveau de l'organisation du travail.
Ici, au niveau du collectif, on a un collectif de travail qui nous apparaît assez fort, si je le compare aux préposés. Mais il y a essentiellement deux sources de tension qui sont très présentes. D'un côté, il y a toute la transmission des changements qui se passent chez le résident à domicile, chez la personne qu'on visite, chez le client. Je ne sais plus comment l'appeler parce qu'il y a différents termes, tout est un peu complexe, mais chez la personne qu'ils vont voir à domicile, il y a des enjeux au niveau de la transmission des informations qui n'est pas toujours adéquate. Et ça use beaucoup au niveau du collectif. Et aussi l'arbitrage de ils ont besoin d'un certain arbitrage pour ne pas déroger au niveau des tâches. Il y en a qui se permettent, par exemple, pour illustrer, d'apporter un petit café quand ils viennent le matin à la personne qui visite, d'apporter des vêtements propres, d'aller promener le chien, je donne des exemples, alors que d'autres ne veulent pas qu'on entre et ça crée des tensions parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et ça crée des tensions dans le groupe. Alors ça, c'est quelque chose qui a été discuté beaucoup, cette dimension-là, au niveau du collectif. Alors, même si le collectif est plus fort, il y a quand même des tensions. Il y a toute la question au niveau de l'individu de s'adapter à chaque client. Puis là, en plus, on est à domicile, on vient chez les gens, on rentre chez les gens dans leur propre réalité. Alors, c'est un enjeu particulier de s'adapter à chacun. Et il y a toute la question aussi de la stabilité chez la clientèle. Et ça touche aussi l'individu, jusqu'où on s'attache, jusqu'où on accepte de continuer d'aller très longtemps chez une personne versus on veut un changement pour ne pas créer ces liens-là ou échanger un peu. Donc, toute la question de la proximité aussi relationnelle avec le client, mais sur une base individuelle. Mais encore là, la présence du sentiment de faire la différence est aussi très, très, très marquante. Alors, c'est vraiment quelque chose qui les rejoint. Chez ce groupe-là, on a vu beaucoup plus d'autonomie. Ils parlent beaucoup plus de leur autonomie, font valoir plus leur autonomie que chez les préposés, chez qui il n'y en a pas beaucoup d'autonomie. C'est quand même une différence importante. Puis ce qui est important de noter aussi, c'est que la plupart des personnes qu'on a rencontrées, ils s'en sont à leur deuxième, leur troisième métier. Ce n'est pas une première carrière chez les auxiliaires. La plupart sont arrivés là après avoir eu un parcours de travail, plusieurs expériences avant d'être auxiliaire. Alors ça, c'est assez particulier. C'est assez particulier dans leur cas. Alors, un élément très important, c'est qu'ils se sentent utiles dans leur travail. Il y a un enjeu très présent en termes de création de liens, même des liens d'amitié. Certaines fois, ils sont à la frontière. Il semble avoir un enjeu particulier de source de tension, de difficulté chez les TPO, chez les personnes qui changent beaucoup, qui n'ont pas la régularité, n'ont pas de collectif, participent pas aux réunions parce qu'ils bougent beaucoup. Alors, la situation semble particulièrement complexe chez les groupes, plus difficile chez ces groupes-là. Alors, mais encore là, ils sont exposés, ils le disent, à un travail qui est émotionnellement exigeant parce qu'ils sont exposés eux aussi à la souffrance des clientèles, des familles, des personnes qui visitent, une détresse humaine et parfois un sentiment d'impuissance aussi. Donc, toutes les ressources qu'ils n'ont pas nécessairement pour faire face et pour accompagner. Alors, il y a une cohérence, il y a une certaine uniformité par ailleurs entre le discours des cadres et le discours des auxiliaires. Ce qu'on n'avait pas à 100%, entre guillemets, chez le groupe des préposés. Il semble avoir une plus grande cohérence. Mais tous les gens qui faisaient le travail d'encadrement avaient été auxiliaires aussi. Alors, ça peut être ceux qu'on a rencontrés. Fait qu'il y a des nuances qu'il faut nommer, mais il n'y avait pas d'écart de choc comme il l'avait du côté des autres. Fait que là, c'est vraiment un topo de ce qu'on est en train de faire. Ça vous donne un peu des pistes exploratoires avant d'aller plus loin, parce qu'il y a des suites. On va avoir des suites. On croise les doigts pour qu'on puisse avoir des suites. Il y a d'autres recherches qui sont en cours, en développement. Il y a le travail d'Émilie qui porte sur les préposés, mais les préposés immigrants et toute leur intégration et tout ça. Alors ça fait partie du chantier aussi qui est bien entamé. Il y a Eric qui a un travail aussi en cours là, sur les rites d'interaction en hébergement. Il pourrait nous en parler tantôt. Dans le cadre des travaux chez les préposés et ou les auxiliaires, on essaie d'avoir des fonds pour continuer, pour aller travailler sur une intervention dans le cadre d'un projet de recherche là, subventionné et tout. Alors, on est dans ce processus-là de continuer. Le milieu est très motivé pour aller plus loin et mettre en place des choses. Alors, pousser la compréhension pour trouver des bonnes solutions et les bons aménagements. Puis, au niveau plus des suites du
séminaire, des activités un peu plus académiques. Il y a aussi un ouvrage collectif qui est prévu, qui sera issu de l'activité du séminaire. Alors, ça fait le tour de notre chantier pour l'instant.